Bonjour tout le monde. Merci de votre présence. Je m'appelle Henri Dix et je suis là pour lancer mon livre The Biomimicry Revolution, Learning from Nature How to Inhabit the Earth. J'aimerais commencer par quelques remerciements. J'aimerais remercier... Ah, Virginie, je suis en train de te remercier. Parce que si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Virginie, parce que dans un premier temps, elle m'a invité à faire une conférence pour l'ouverture du Master Design des Transitions et Conception Biomimétique. Et j'ai dit, ça a l'air super ce master, une conférence, pourquoi pas, mais ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'intervenir là-dedans. Et du coup, je me trouve ici en enseignant 40 heures de philosophie du biomimétisme dans le master. Donc, merci à Virginie pour cette opportunité. Merci aussi à Julien, qui est à la fois président de l'ISD et un très bon élève, il faut le dire. Il est parfois mon assistant pédagogique dans les cours en ligne, quand il faut organiser le groupe, etc. Donc, merci à Julien. Et puis, merci aux étudiants du master, surtout ceux qui sont là aujourd'hui. Voilà. Alors, on a déjà parlé un petit peu de mon livre en ligne. Il y a une petite vidéo que je dois absolument vous montrer d'abord. Donc voici quelqu'un qu'on connaît. Il n'y a pas le sang. Il n'y a pas le sang, hein. On n'entend jamais ce qu'il dit. Mais moi, alors, on n'entend pas, mais j'arrive à lire, quand on parle en anglais, j'arrive à lire les lèvres. Et je crois que ce qu'il dit commence par what the. Alors, je ne sais pas quel est l'autre mot. C'est ça, Julien, non? C'est ça, ouais, parce que c'est parfois un peu compliqué le contenu, mais ne vous inquiétez pas. Je vais vous expliquer le contenu du livre dans un instant. Une fois que j'ai retrouvé... Oh là là. Ok. Ça... Pardon. Ok. Voilà. Ok, donc je vais vous parler du contenu du livre dans un instant. Quelques mots sur le contexte, pourquoi est-ce que je l'ai écrit, etc. Alors, c'était un pari. Franchement, il y a 5 ou 6 ans, quand j'ai commencé à l'écrire, je ne savais pas exactement ce que j'allais mettre dedans. Je ne savais pas si je trouverais un éditeur. Et au final, Columbia University Press à New York a été d'accord pour publier cet ouvrage. Donc, c'était vraiment une super nouvelle parce que c'est l'un des top 10 presses universitaires du monde. Alors, le titre et le sous-titre, pourquoi est-ce que ça s'appelle The Biomimicry Revolution? Eh ben, c'est une phrase qu'on trouve dans le livre de Bennius. Donc, Janine Bennius, la grande dame du biomimétisme aux États-Unis, a publié un livre, Le biomimétisme, en 1997. Et dans ce livre, elle parle, bien sûr, du biomimétisme, mais aussi de ce qu'elle appelle The Biomimicry Revolution, la révolution biomimétique. Et donc, cette phrase m'a marqué parce qu'en tant que philosophe, je suis très conscient de l'histoire de la pensée, de l'histoire de la philosophie et de comment, pour moi, le biomimétisme est aussi une révolution philosophique, une révolution dans l'histoire de la pensée, dont Bennius n'était pas aussi consciente que ça. Elle a opposé la révolution industrielle à la révolution biomimétique, mais sans vraiment être conscient d'à quel point le biomimétisme a été une révolution dans la pensée. Ensuite, le sous-titre, j'avais pensé dans un premier temps à l'appeler Fondement d'une nouvelle philosophie. Voilà, parce que l'idée de mon livre, c'est pas juste de faire de la philosophie du biomimétisme, mais de montrer que le biomimétisme est lui-même une nouvelle philosophie. Donc ça, c'était mon idée. Mon éditeur ne voulait pas que je l'appelle comme ça fait trop philo, ça va faire peur aux autres. Et du coup, j'ai dû trouver un autre sous-titre. Et entre-temps, il m'avait demandé pour un truc de marketing d'écrire le livre dans une phrase. Et la phrase que j'avais trouvée, c'était « Learning from nature how to inhabit the earth ». Apprendre de la nature à habiter la Terre. Et ça me semblait pertinent parce qu'en fait, c'est vraiment ça l'enjeu du livre. Les autres livres qui ont été publiés jusqu'ici sur le biomimétisme parlent surtout de l'innovation technique. Voilà, le design, l'ingénierie, l'architecture, etc. Alors que moi, je voulais aller beaucoup plus loin et développer toute une philosophie environnementale, voilà, une nouvelle façon d'habiter la Terre, pensée à partir des principes fondamentaux du biomimétisme. D'ailleurs, c'est le premier livre publié en langue anglaise, en tout cas, à aborder la philosophie du biomimétisme. Il y avait 2 lecteurs du livre sollicités par Columbia University Press, et on a demandé, est-ce qu'il y a d'autres livres avec lesquels celui-ci est en concurrence? Et ils ont dit non, il n'y en a pas. Ouais, c'est un ouvrage un petit peu particulier, on n'a jamais publié sur la philosophie du biomimétisme. Alors ce n'est pas que un livre de philosophie,
Ça a aussi des implications, bien évidemment, comme il s'agit du biomimétisme pour l'ingénierie, le design, etc. Néanmoins, c'est un livre de philosophie. Hein. Si vous n'aimez pas la philosophie, si vous n'aimez pas la gymnastique mentale que ça demande, je vous conseille de lire d'autres livres. Voilà. Ok, mais peut-être que je vais trop vite, parce que je parle là du biomimétisme. Il y a peut-être des personnes ici qui ne le connaissent pas très bien. Donc, qu'est-ce que c'est que le biomimétisme? Alors, ça vient du grec bios, qui signifie vie, et mimesis, qui signifie imitation. Donc, très simplement, c'est l'imitation de la nature. Alors, c'est plus compliqué que ça, mais c'est un premier indice pour comprendre le biomimétisme. Alors, quelques exemples. Il y a des exemples où il s'agit de prendre un modèle biologique et puis d'essayer de l'imiter. Un exemple pas aussi bien connu que ça, c'est un start-up qui s'appelle Slips, qui a pris la sarracénie. Donc, c'est une plante carnivore qui attire les insectes et puis se trouve dedans et puis glisse vers une liquide qui va digérer l'insecte. Voilà. Et ce qui était intéressant, c'était les surfaces anticollantes qui a permis le développement de surfaces anticollantes artificielles qui ont beaucoup d'applications. Si vous pensez à la bouteille de ketchup, d'où on n'arrive pas à sortir les dernières gouttes, etc., ou bien des applications industrielles. Voilà, il y a beaucoup d'applications de cette innovation. On peut aussi prendre des modèles écologiques. Un exemple préféré pour moi, c'est la possibilité de faire des stations d'épuration à partir du modèle des zones humides. Donc, c'est quelque chose qui a été développé par John Todd aux États-Unis, mais même Veolia aujourd'hui fait des petites stations d'épuration en utilisant plus ou moins cette approche. Alors, si vous lisez d'autres livres sur le biomimétisme, et j'ai montré quelques titres ici, vous allez trouver plein de petits exemples comme ça, plein de petites anecdotes, etc. Et la plupart des livres sont justement des tentatives de vulgariser ce type de projet technique. Voilà. Alors moi, je voulais aller plus loin. Donc la question se posait comment faire quelque chose de plus philosophique. Et ce que j'ai fait, c'est que je suis remonté au livre de Bennius, le biomimétisme, qui a fêté ses 25 ans l'an dernier, et je suis parti des 3 principes qu'elle annonce dans l'épigraphe du livre, la nature comme modèle, la nature comme mesure et la nature comme mentor. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai associé à chacun de ces principes un domaine de la philosophie. La technique ou philosophie de la technique, l'éthique, l'épistémologie. Et puis en même temps, je me suis dit, si on va prendre la nature comme modèle, mesure et mentor, il faut savoir de quoi on parle. Donc là, j'ai développé aussi une interprétation de la nature comme la physis. Donc je suis remonté au grec pour développer le concept grec de la nature comme physis. Voilà. Et ça a donné une structure du biomimétisme en tant que philosophie avec un volet technique, éthique, épistémologique et ontologique. Donc pour moi, ce sont les 4 branches les plus importantes de la philosophie et le biomimétisme a quelque chose à dire par rapport à toutes ces branches-là et c'est en ce sens-là que c'est une véritable philosophie. Ça a donné aussi la table des matières. Donc il y a une introduction où je présente le biomimétisme en tant que nouvelle philosophie. Il y a 4 chapitres qui correspondent aux principes que je viens de présenter brièvement. Et puis, il y a une conclusion où j'essaie de montrer que le biomimétisme, certes, c'est en opposition avec la révolution industrielle, mais ça va encore plus loin que ça, parce que ce que j'essaie de montrer, c'est qu'il y avait l'époque des Lumières, the Enlightenment, die Aufklärung en allemand, et en fait, c'est une rupture totale avec ça. Voilà. Donc je vais expliquer ça dans un instant et au final ce que je vais faire maintenant c'est de prendre chacun de ces chapitres et pas essayer de raconter la totalité de ce qui est dedans, mais de donner un concept clé, une idée clé, un élément clé dans chacun de ces chapitres que j'espère vous allez trouver intéressant. Donc le concept que j'ai choisi du premier chapitre c'est ce que j'appelle le naturalisme éclairé qui est au final la posture philosophique générale du livre. Donc c'est une philosophie environnementale d'inspiration heideggerienne. Heidegger, un grand philosophe allemand, auteur et traitant. Et l'idée clé ici
du naturalisme éclairé est tout simplement, même si le concept au final est assez complexe, c'est que les humains habitent des clairières dans la nature. Alors, je vais vous expliquer ça dans un instant, mais d'abord, j'aimerais souligner que ça fait résonance avec le concept de naturalisme éclairé, l'idée étant qu'effectivement, on est dans la nature, on appartient à la nature, donc c'est en ça que c'est du naturalisme, mais on habite des clairières et il y a une résonance entre le concept de la clairière et l'idée d'un naturalisme éclairé. Et cette résonance, on ne l'a pas en anglais. Enlightened naturalism, et puis the clearing, bon, entre enlightened et clearing, il n'y a pas de résonance, pas trop. Alors qu'entre éclairé et clairière, il y a une certaine résonance. Donc j'aime bien parler de ce sujet en français, mais qu'est-ce que ça veut dire en tout cas, les êtres humains habitent des clairières? Eh bien, il y a un sens écologique. Alors l'idée du départ ici, c'est que le trait fondamental du genre Homo, auquel appartient Homo sapiens, était la transition vers des espaces ouverts, autrement dit des clairières. Nos ancêtres, qui étaient assez proches à certains égards des chimpanzés d'aujourd'hui, habitaient dans la forêt. Ils avaient plus ou moins les mêmes bras que nous, des mains similaires pour attraper les branches, etc. Et puis à un moment donné, ils ont quitté la forêt et ils se sont installés dans les espaces ouverts. Et c'est ça qui a créé le genre Homo. Ce n'était pas le cerveau en soi, ce n'était pas la main, c'était plutôt une sorte de transition écologique vers des espaces ouverts qui a rendu possible les traits physiologiques et psychologiques qu'on a aujourd'hui. Ensuite, l'évolution humaine s'est poursuivie au sein de ces espaces ouverts et au bout de ce processus a émergé Homo sapiens. Et pour moi, ce qui est très important chez Homo sapiens, c'est qu'on a besoin d'espaces ouverts. On peut retourner dans la forêt, mais qu'est-ce qu'on va faire dans la forêt? Eh bien, il va falloir déboiser, il va falloir défricher, créer des petites clairières, comme vous le voyez ici dans l'image. De façon plus générale, il me semble que le moteur de la civilisation, même si on a un peu tendance à l'oublier, c'est la production par la déforestation et puis le développement par l'agriculture, l'industrie et les villes d'espaces ouverts, autrement dit des sortes de clairières. Voilà. Donc en France, tout le pays à peu près aurait été une forêt. Bon, je simplifie, bien évidemment. Mais voilà, il y aurait eu des arbres un peu partout et qu'est-ce qu'on a fait? On a déboisé, on s'est installé dans les clairières. Donc là, c'est le sens écologique du mot clairière. Voilà, on habite des clairières au sens littéral, si vous voulez, c'est-à-dire le sens écologique. Mais il y a aussi un sens ontologique, et c'est là que Heidegger est important, parce qu'il parle de l'être humain comme habitant de clairières, mais sans parler de véritables clairières, comme je viens de le faire. Alors, qu'est-ce que la clairière? Eh bien, mon interprétation d'Heidegger, qui va peut-être un peu plus loin que Heidegger lui-même, dit que la clairière, c'est un espace où la question de l'être des choses devient ouverte. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que peut-être on peut imaginer une situation où nos ancêtres, habitants de clairières, d'espaces ouverts, ont vu quelque chose qui les intéressait. Par exemple, une sorte de trace dans la boue, par exemple. Et en gros, la question pour eux, à un moment donné, aurait été, mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Est-ce que c'est juste une sorte de marque? Est-ce que c'est l'empreinte de telle ou telle espèce? Voilà. Et à partir de se poser des questions sur ce type, de ce qui se présente à eux, ils ont développé la culture, si vous voulez. Ils ont développé le langage, etc. Peut-être qu'ils ont commencé par mimer. Ah, moi, je pense que c'était un lion, donc voilà. Ou moi, je pensais que c'était un autre animal, on mime ça. Et à partir de cette réflexion sur l'être des choses, émerge aussi le langage. Voilà. Alors, si on met ensemble ces deux sens de la clairière au sens écologique et la clairière au sens ontologique, et si on fait ça dans le contexte de la crise écologique, la question qui nous importe aujourd'hui, c'est comment habiter les clairières. Voilà. Et il me semble particulièrement important de prendre cette chose-là qui est au cœur des enjeux écologiques, environnementaux, c'est-à-dire la nature, et dire mais qu'est-ce que c'est que la nature? Comment est-ce que nous devrions nous rapporter à la nature? Donc des questions fondamentales pour la philosophie environnementale. Et là, la réponse du biomimétisme, c'est qu'il faut prendre la nature comme modèle, mesure et mentor.
qu'est-ce que ça va donner concrètement? Eh ben, moi, j'ai travaillé sur un projet d'urbanisme biomimétique pendant 3 ans, et il y avait un slogan qui était notre point de départ. Donc, c'est de Brown, Garter, McDonough, de la livre Cradle to Cradle. Imaginez un bâtiment comme un arbre, une ville comme une forêt. Autrement dit, les villes qu'on fait dans ces clairières peuvent imiter, émuler et apprendre de la nature qui était là avant nous, la forêt, et ce qui est encore là autour de nous, même si elle est menacée et même si les clairières ont tendance à élargir au point où il n'y a presque plus de clairières, parce que la forêt autour disparaît de plus en plus. Voilà, donc ça c'est le concept du naturalisme éclairé. Dans le chapitre 2, l'idée qui me semble vraiment clé ici est l'idée d'une rupture avec la révolution industrielle. Mais pour bien comprendre cette rupture dans le contexte de l'histoire de l'humanité et surtout de la civilisation occidentale, ça peut aider de remonter à l'Antiquité. Alors, les Grecs pensaient l'art et la technique comme imitation, mimésis de la nature. Démocrite, par exemple, pensait que la construction de maisons imite la construction de nids d'hirondelles. Ce n'était pas qu'ils étaient en faveur de l'innovation biomimétique. Ils ne disaient pas, tenez, on peut tous aller regarder dans la nature et faire beaucoup d'innovations. Ils sont fichus complètement des innovations techniques. Ils essaient juste de comprendre d'où viennent les techniques. Ils se disaient, d'où viennent les tables, ça a 4 jambes, ça vient des animaux. D'où viennent les maisons, on habite, c'est utilisé, c'est fait avec tel ou tel matériau. Ça doit venir, par exemple, de l'imitation des hirondelles, etc. Et ce point de vue-là, sur la technique comme imitation de la nature, on y croyait encore jusqu'au XVIIIe siècle. Il y avait des modifications au Moyen-Âge, à la Renaissance, etc. Mais voilà, l'idée n'était pas ouvertement critiquée ou rejetée. Et ce n'était qu'avec l'idéalisme allemand, Hegel par exemple, qu'on a commencé à se dire, non, en fait, l'art, ce n'est pas l'imitation de la nature. Hegel a critiqué explicitement cette idée dans ses cours d'esthétique. Ensuite, en s'inspirant de l'idéalisme allemand, les premiers philosophes de la technique, et c'est très important que la philosophie de la technique remonte au rejet de l'idée que la technique imite la nature. Donc les premiers philosophes de la technique, les premiers à avoir isolé la technique et d'avoir dit, bon, on va étudier cette chose-là, ils ont rejeté cette idée que la technique imite la nature. Et ils ont défendu ce qu'ils appellent l'autonomie spirituelle de la technique. Ils pensaient en gros, et bon, il y avait des différences entre eux, mais l'idée générale, c'était que à travers la connaissance des lois de la nature, la raison et puis la créativité humaine, on pouvait inventer des choses qui n'existaient pas dans la nature. Et ils pensaient même que là où on s'est trompé pendant des siècles et des millénaires, c'était justement en essayant d'imiter la nature, c'était l'erreur. Si on a pu faire des avions qui marchent, c'est parce qu'on ne prenait plus les oiseaux comme modèle. Voilà, ça c'était l'idée. Cassirer, donc un philosophe allemand important, a dit en 1932 que le principe fondamental de l'ingénierie mécanique moderne, c'est-à-dire cette technique qui sous-tend la révolution industrielle, est qu'elle ne vise plus à imiter le travail de la main ou de la nature. Et effectivement, tous ces systèmes de métal avec des poulies, des rouages, des ressorts, etc., c'est très loin du fonctionnement de la nature. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, on parle de je ne sais pas combien de révolutions industrielles, 2, 3, 4, 5, etc. Moi, je considère qu'il y avait une seule véritable révolution industrielle. On est toujours dans le paradigme de cette révolution-là, sachant que l'idée de départ, l'idée clé était de ne pas imiter la nature. Et du coup, ça nous semble normal aujourd'hui qu'on n'imite pas la nature. Et du coup, quand on découvre le biomimétisme, on dit « Waouh, c'est super intéressant, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pensé à ça avant ?» En oubliant un peu que bien avant la révolution industrielle, on pensait la technique comme imitation de la nature. Et du coup, le biomimétisme nous paraît comme assez marginal, peu orthodoxe. Alors, on commence de plus en plus à reconnaître son potentiel, mais ça reste quelque chose de différent. Voilà. Alors, qu'est-ce que donc la révolution biomimétique dans le contexte de la technique? Tout simplement, je pense qu'il faut aujourd'hui repenser la technique comme biomimétique, comme imitation de la nature. Mais cette idée-là n'est pas aussi simple que ça, parce que ça veut dire deux choses. Ça veut dire,
d'une part, oui, il faut pratiquer le biomimétisme, il faut des masters comme il y a ici, où on apprend la méthode biomimétique en design, ou en ingénierie, ou en architecture ailleurs. Mais il faut aussi aller plus loin, à mon avis, et ouvrir le biomimétisme de sorte qu'elle devient un peu plus large. C'est peut-être même pas nécessaire toujours de parler de biomimétisme, ça reste peut-être un peu du jargon. Mais l'idée d'imiter la nature, d'apprendre de la nature, peut, à mon avis, être au cœur d'un nouveau paradigme technique. Et je pense d'ailleurs que c'est déjà le cas parce qu'il y a beaucoup de domaines où on fait ça, même si on ne parle pas de biomimétisme. L'agroécologie, par exemple. Là, l'idée, c'est qu'on prend des principes écologiques et puis on les transfère aux agrosystèmes. Pour moi, c'est plus ou moins du biomimétisme. L'économie circulaire. OK, bon. Dans la nature, il y a des cycles trophiques. Il y a déjà une sorte d'économie circulaire et c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui dans le cadre de l'économie. Même l'intelligence artificielle. Si vous lisez des articles sur ChatGPT, on ne va jamais parler de ça dans la même phrase que le biomimétisme. Alors moi, la première chose que j'ai fait en essayant ChatGPT, je lui ai demandé s'il était biomimétique. Il a dit oui, je suis biomimétique parce que, en fait, le cerveau humain a été un modèle pour moi et puis il a fait un essai génial dans 30 secondes de toutes les différentes façons dont il était biomimétique. Voilà, donc en fait, le biomimétisme est de plus en plus présent, mais on n'a pas vraiment reconnu qu'il y a une sorte de nouveau paradigme qui relie. Voilà. Donc ça, c'est très important, je pense. Dans le chapitre 3, je passe de la technique à l'éthique. Alors, pour comprendre l'idée d'une éthique biomimétique, c'est-à-dire une éthique qui émerge du biomimétisme, donc pas juste une éthique qu'on applique au biomimétisme, vraiment une éthique qui est spécifique au biomimétisme, je pars du concept de la nature comme mesure que Bennius explique ainsi, et je suis désolé pour les étudiants du master parce qu'on a fait cet exercice, on a passé 30 minutes à réfléchir sur les mots-clés de cette explication, mais bon, je vais répéter ça maintenant. Donc, le biomimétisme utilise une norme écologique pour évaluer la justesse de nos innovations. Après 3,8 milliards d'années d'évolution, la nature a appris ce qui marche, ce qui est approprié, ce qui dure. Ok, mais qu'est-ce que donc cette norme écologique? Eh bien, quand Bennius a écrit le biomimétisme, ce n'était pas aussi évident que ça. Mais suite à la publication de Biomimétisme, elle a travaillé avec ses collègues et ils ont développé ce qu'ils appellent les principes de la vie. Et au cœur de ces principes de la vie, il y a l'idée que la vie crée des conditions favorables à la vie. Donc, c'est plus ou moins ça, la norme écologique du biomimétisme. Face à une innovation quelconque, on lui demande si elle crée des conditions qui sont favorables à la vie. Si oui, c'est tout bon, sinon, désolé, mais ce n'est pas durable, on ne le veut pas. Voilà. Donc ça, c'est la norme écologique. Alors, ça, très bien, mais moi, ce que j'ai essayé de faire, c'était d'aller un peu plus loin, donner un peu de fondement scientifique, une interprétation philosophique de cette notion-là. Donc, dans mon livre, j'essaie de montrer que cette idée-là est proche de la théorie de Gaïa. Qu'est-ce que la théorie de Gaïa? Bon, je ne peux pas l'expliquer en entier, mais en gros, il y a effectivement l'idée que Gaïa fournit et maintient des conditions d'habitabilité. Qu'au final, c'est le vivant qui a rendu cette planète habitable. Voilà, on trouve à peu près la même idée dans la théorie de Gaïa. Donc, si vous regardez l'image ici, on voit la composition de l'atmosphère de 4 planètes. Vénus, Mars, la Terre, si elle était morte, et la Terre comme elle est réellement aujourd'hui vivante. Alors, la composition de l'atmosphère de Vénus est 96% du CO2. De Mars aussi, 96%. De la Terre, si elle était morte, à peu près 86% du CO2. En réalité, on est à 0,04% de CO2. Alors, malheureusement, c'est en train de monter. Hein. Heureusement, on est encore là, loin de 86%, parce qu'à ce moment-là, on ne sera plus là. Hein. Il n'y aura plus d'océan, il n'y aura plus rien. La planète sera complètement morte. Donc, j'espère qu'on n'arrive pas là. Et à la place du CO2, on a de l'azote et de l'oxygène. Et si c'est le cas, c'est parce que tout ça a été produit par le vivant et ça rend cette planète habitable. Donc, à partir
de cette idée-là, je développe une éthique qui consiste à essayer d'émuler ou d'être comme Gaïa. Voilà, being like Gaia en anglais. Voilà. Gaïa maintient des conditions d'habitabilité de la planète et nous aussi on doit faire ça. On doit participer à Gaïa en essayant de l'émuler, en essayant de faire pareil, en essayant d'être comme Gaïa. Et c'est pour moi une nouvelle éthique. Et c'est quelque chose que le biomimétisme, enfin, c'est-à-dire Bennius et ses collègues, n'ont pas vraiment développé, le côté vraiment éthique environnementale de ça. Et ce que j'essaie de montrer, déjà que c'est conforme à l'éthique environnementale dans la plupart et non anthropocentriste, parce que l'idée, c'est de créer des conditions favorables à la vie en général et pas que à la vie humaine. Donc voilà, ça, c'est aligné avec l'éthique environnementale, mais elle est différente de l'éthique environnementale traditionnelle, parce que l'objectif ici est moins de protéger la nature, c'est-à-dire de dire, OK, il y a nous ici, moi j'ajouterais dans nos clairières, et puis il y a la nature là-bas, la forêt, l'océan, etc. Et on va essayer de conserver tout ça parce qu'on l'utilise ou de le préserver comme une fin en soi. Alors ce qui importe dans le biomimétisme, c'est plutôt de transformer nos activités de sorte qu'elles fonctionnent de la même manière que la nature ou Gaïa, c'est-à-dire d'être comme ou d'émuler la nature. Et les implications pratiques sont énormes, c'est-à-dire la transformation totale des activités humaines sur la planète Terre. Ensuite, le chapitre 4, l'idée qui me semblait clé ici, c'était l'importance épistémologique de cette idée d'apprendre de la nature. Donc je vais commencer par une petite traduction d'une phrase de Bennius. Cette fois, notre objectif n'est pas d'apprendre des choses sur la nature, learning about nature en anglais, afin de la contourner ou la maîtriser, mais de la nature, from nature, afin de s'intégrer enfin et pour de bon dans cette terre d'où on vient. Alors, ce qui me semble particulièrement important, c'est l'opposition entre apprendre sur et apprendre de, ou en anglais, learning about et learning from. Et c'est une opposition dont les biomiméticiens parlent tout le temps. Mais le problème, c'est que eux, ils en parlent, mais ils ne sont pas vraiment conscients de la portée philosophique de cette distinction, de la portée épistémologique de cette distinction. En même temps, il y a les épistémologues, les philosophes professionnels qui travaillent sur l'épistémologie, qui n'ont jamais pensé à l'idée qu'on peut apprendre des choses de la nature. C'est un sujet qui reste effectivement inconnu en épistémologie. Si vous achetez un manuel d'épistémologie, ça va vous dire que la connaissance peut venir de nos sens, de la raison, de l'intuition, de la mémoire des autres humains, mais de la nature, non, cette idée n'existe presque pas dans l'épistémologie actuelle. Et du coup, l'épistémologie qu'on enseigne aux universités reste conventionnelle dans le sens où toute connaissance est générée et possédée par les humains, et la nature n'est jamais que l'objet de nos connaissances. D'ailleurs, ce que dit Bennius me semble pertinent, parce que si on regarde l'histoire de la pensée, on voit bien qu'il y a cette épistémologie a une orientation pratique qui est, comme le dit Bennius, de contourner et maîtriser la nature. Donc c'est l'épistémologie de Descartes, et voilà, maîtrise et possession de la nature, voilà, va de pair avec cette épistémologie. Alors que dans l'épistémologie biomimétique, les connaissances surviennent d'abord dans la nature, donc il faut vraiment repenser la nature comme générateur de connaissances. La distinction entre le corps et l'esprit, le matériel, le spirituel, etc., devient problématique parce que la nature est génératrice de connaissances. Et nous, on arrive par la suite et on peut s'approprier ces connaissances. Donc la nature n'est pas l'objet, mais la source de nos connaissances. Et il y a une orientation pratique qui est bien différente. C'est plutôt de s'intégrer dans la Terre, de s'accorder avec la Terre, de faire partie de cette planète. Alors, une petite remarque. Comme je disais, les philosophes ne se sont pas saisis de cette idée-là. Les épistémologues n'en parlent pas. On pourrait peut-être dire, bon, peu importe les épistémologues, la plupart des gens ne savent même pas ce que c'est que l'épistémologie. Alors, je ne suis pas d'accord. Je pense que c'est un problème qu'on n'en parle pas en philosophie. Et je vais donner un petit exemple de pourquoi. Aldo Leopold, donc un grand écologue américain, disait en 1948 que la preuve que la conservation n'avance pas et que la philosophie et la religion n'en ont jamais entendu parler. Donc, c'était un écologue
Et il a écrit un petit texte qui s'appelle L'éthique de la Terre, et c'est à partir de ce texte qu'a émergé l'éthique environnementale. Voilà. Je fais un peu bref, mais voilà, c'est plus ou moins ça. Et pour lui, c'était un problème que les philosophes ne parlaient pas de la conservation. Ce n'était pas un philosophe, mais il pensait qu'au moment où les philosophes commencent à s'y intéresser, c'est parce qu'à ce moment-là, c'est pris au sérieux, la conservation. Et je pense que tant que les philosophes, tant les épistémologues ne s'intéressent pas au biométisme, il y a le danger que ça reste dans les esprits quelque chose de superficiel, ce qui est un peu le cas aujourd'hui. Voilà, le Biomimicry Institute, certes, ils font des travaux géniaux, ils promeuvent le biomimétisme dans le monde, mais c'est toujours de manière un peu ludique, tiens, le biomimétisme c'est génial, et il manque un peu le côté, ça c'est vraiment profond, il faut qu'on pense le biomimétisme de manière philosophique, de manière très sérieuse, comme un changement total de notre pensée, afin que ça réalise son potentiel. Ça, en tout cas, c'est ce que je pense. Alors, je vais bientôt terminer. Donc, dans la conclusion de mon livre, j'avance l'idée que, effectivement, le biomimétisme, ce n'est pas juste une sorte de suite à la révolution industrielle, c'est une suite à the Enlightenment, die Aufklärung, l'époque des Lumières. Alors, pourquoi? Eh bien, dans un essai hyper célèbre, Kant dit « Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement sans être dirigé par un autre. » Alors, je n'ai pas le temps de faire un long commentaire sur cette phrase et de ce que dit Kant dans le reste de son essai, mais ce qui est important ici et ailleurs chez Kant, c'est l'idée que les êtres humains doivent être autonomes. Voilà, il faut laisser derrière les guides, il ne faut pas chercher les guides ailleurs que dans nous-mêmes. Voilà. Et il pensait surtout à la religion, mais la nature a effectivement été rejetée comme guide. Et les suites de ça, on les a déjà vues dans la révolution industrielle, dans la philosophie de la technique, qui avait dit l'homme peut, à partir de maintenant, créer de nouvelles choses qui n'existent pas dans la nature. Voilà. Donc ça, c'est une conséquence, pour moi, de l'esprit des Lumières. Mais malheureusement, on n'a pas vraiment atteint l'âge adulte comme le voulait Kant. Ce qui s'est passé, à mon avis, c'est qu'on n'est peut-être plus exactement des enfants qui ne savent rien, on est comme des adolescents un peu arrogants qui pensent qu'ils peuvent tout faire eux-mêmes, alors qu'ils dépendent d'un autre, la nature, dont ils gaspillent la richesse, c'est-à-dire le capital naturel. Qu'est-ce que donc la révolution biomimétique dans ce contexte? C'est avoir l'humilité à reconnaître qu'on ne peut pas tout faire nous-mêmes, qu'on a besoin d'un guide, et il faut se tourner vers la nature en tant que guide. Voilà. Ce qui n'est pas un retour à l'immaturité. Il faut quand même savoir se servir de son entendement, de sa raison, etc. Mais on a néanmoins besoin d'un guide. Voilà. Et c'est ce guide qui peut même nous amener vers un état vraiment adulte, où on est vraiment autonome. Je pense d'ailleurs que c'est important de voir la nature pas exactement comme un enseignant. Un enseignant, c'est quoi? Quand on pense à un enseignant, on pense à un professeur des écoles. Et puis, ensuite, il y a les petits qui ont besoin de cours. Voilà. Également, si moi, je voulais apprendre à jouer du piano, j'aurais besoin d'un enseignant, parce que je ne sais pas jouer du piano, je n'ai pas d'autonomie. Or, si j'étais déjà un bon pianiste, je n'aurais pas trop besoin d'un enseignant, j'aurais besoin d'un mentor, voilà, qui a peut-être plus d'expérience, plus de sagesse, etc. Et c'est peut-être comme ça qu'il faut voir la nature. On est des adolescents qui doivent devenir des jeunes hommes et des jeunes femmes qui, comme le personnage de Télémaque dans l'Odyssée, ont besoin d'un mentor. Donc le mot mentor vient du personnage de mentor dans l'Odyssée. Et Télémaque avait l'humilité de se tourner vers mentor pour des conseils, parce qu'il n'avait pas sa sagesse, il n'avait pas son expérience. Et bien nous, on doit prendre la nature comme mentor, parce qu'elle est là depuis 3,8 milliards d'années. Et il y a énormément d'expériences, de savoirs qui ont été accumulés. Et même si on sait pas mal de choses, avec la science et la technique qu'on a aujourd'hui, on a besoin d'un mentor pour qu'on puisse agir de manière beaucoup plus sage que ce n'est le cas aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour ma partie. Je vous remercie de votre attention. Si ce livre a l'air de vous intéresser, vous pouvez le commander en ligne.
il y a même moins 20% avec le code CUP20. Donc ça reste un tout petit peu cher, mais franchement, pour un livre universitaire, c'est pas aussi cher que ça. Donc voilà, si ça vous tente. Sinon, j'ai aussi un site internet, philosophyandbiomimicry.org. Donc là, il n'y a pas le livre parce que bon, il y a les droits d'auteur quand même, mais j'ai publié des articles. Il y a d'autres sources aussi, des ressources de mes collègues qui travaillent en tant que philosophes sur le biomimétisme. Voilà. Merci. Absolument, ouais. Merci beaucoup, déjà, c'était super intéressant. On dit souvent que pour résoudre les grands enjeux, il ne faut pas les résoudre avec les mêmes problèmes ou la même mentalité que ceux qui les ont créés. Et d'après l'anthropologie aussi, on sait que l'Occident est une exception dans le monde, en fait, de distinguer l'homme de la nature. Et finalement, ma question c'est, est-ce que, là ça paraît assez européano-centré, est-ce que le fait de rester très européano-centré avec cette distinction entre l'homme et la nature, c'est pas un problème? Quand vous dites ça, vous pensez que pour moi il y a une distinction forte entre... ouais. Alors c'est une critique qui a été adressée à Bennius et au biomimétisme qui a encore cette distinction. Alors est-ce que c'est vraiment ethnocentré au sens occidental? Je ne suis pas aussi certain que ça. C'est-à-dire, déjà le biomimétisme existe en quelque sorte chez les peuples indigènes. Il y a l'idée de s'inspirer de la nature, d'apprendre des choses de la nature. Si vous lisez le livre de Robin Wall Kimmerer, Braiding Sweetgrass, elle parle beaucoup de ça. Hein, ça parle de l'enseignement des plantes. Voilà. Donc, on trouve cette idée-là, une sorte de forme de biomimétisme chez les peuples indigènes. On le trouve chez les Grecs, dans l'Occident, et on le trouve aussi chez les orientaux, dans le taoïsme par exemple. Et pour moi, la grande exception, c'est pas tellement l'Occident, c'est plutôt l'Occident depuis la révolution industrielle. Voilà. Et ça, c'est la période où commence au final l'Anthropocène. Voilà. Et je pense d'ailleurs qu'on a besoin d'une certaine distinction entre nature et culture. C'est-à-dire qu'à partir de la néolithique, on a vraiment commencé à élargir les clairières et à changer de manière totale ce qu'on fait dans ces clairières. Et pour moi, l'idée, c'est plutôt d'harmoniser la culture et la nature que de dire, voilà, on peut se passer du concept même de culture. Il faut que la culture devienne une imitation de la nature. Donc, je ne suis pas nécessairement opposé à ça. Et je pense que ça peut même être un peu dangereux de dire le seul modèle qui existe pour nous, c'est les peuples indigènes. Parce qu'au final, leur contexte est tellement différent. On a eu la révolution néolithique. Et je ne sais pas si on peut juste revenir. Enfin, un marxiste dirait que le fondement de la pensée, c'est les choses matérielles. Et nous, on a une situation matérielle qui est tellement différente que je ne pense pas qu'on puisse juste dire, OK, on se passe du concept de nature, etc. Et puis on suit des scolas et autres avec cette idée qu'au final, on devrait faire comme les peuples indigènes. Je ne suis pas certain qu'on peut aller aussi loin. Voilà. Oui. Et du coup, ça m'évoque, je ramène la permaculture, parce qu'il y a aussi un mot qui vient fusionner, donc permaculture, mais permaculture aussi. La distinction n'est pas si claire, en fait, effectivement. Mais il y a un entre-là. Et il y a la notion aussi de mentor nature, parce que souvent il est dit l'image c'est 3,5 milliards d'années de recherche et développement qui concerne la terre vivante. Ouais. Là-dessus, il y a un point aussi qui m'est apparu, c'est cette notion de Gaïa, donc concept porté par Lovelock et Marius. Et en fait, il y a aussi sur la Terre, il y a cette dynamique non seulement du vivant, mais aussi de la lithosphère, qui fait qu'il y a le cycle du carbone et dynamique, parce qu'il y a un mouvement des plaques tectoniques et du coup une activité volcanique qui fait que ça bouge. Un autre point aussi que j'ai renoté, c'est la nature, on va prendre ce mot-là, nature comme mentor, c'est les travaux récents de l'équipe de Sabrina Krief sur l'automédication des grands singes, des primates. Donc on ne sait pas qui a appris de qui. Est-ce que c'est les humains qui ont observé comment se soignaient les grands singes? Il y a un chapitre du livre de Bennius là-dessus. Ok, je ne le connais pas. Mais en tout cas, c'est pour dire qu'il y a cette intrication, elle est vraiment importante et que en fait, c'est
c'est des concepts, j'ai l'impression qu'ils sont travaillés, mais sous d'autres termes, et comme s'il y avait un effet de balancier. Je sais pas ce que tu penses, mais on avait peut-être juste avant vraiment la contingence au phénomène naturel, puis on bascule sur une envie de s'en extraire complètement et de pouvoir vivre en autonomie totale, d'aller vivre je connais pas trop la philosophie, donc je ne pourrais pas dire, mais l'histoire de la technique, quand même, l'émergence de la pensée allemande, idéologie allemande, d'être indépendamment, créer des choses qui n'ont rien à voir avec le vivant. Le problème, c'est que, en tout cas, si c'est pour de l'habiter ou de l'habitat, nous sommes des êtres vivants, donc on a besoin aussi de choses qui nous rendent encore envie, qui nous permettent de vivre. Et je ne sais plus trop ce que je me perds un peu dans ce que je voulais dire. Est-ce que vous avez une question ou c'était plutôt des remarques? Voilà, j'avais plein de questions. Je sais plus où est-ce que je vais noter ma question. Et en fait, ah oui, voilà. Actuellement, alors il y a Naïm qui a été répondu parce que c'était cette notion d'européano-centrée. Mais il y a aussi, actuellement, il y a un mouvement important sur de la réensauvagement, donc la fermeture des clairières au contraire. Je ne sais pas si tu as regardé ça un peu, et c'est les humains, donc plutôt du monde moderne, qui réensemencent, qu'elles veulent refermer ou redonner une place complètement au vivant. Déjà, je pense que les clairières, ils ont pris tellement de place que c'est plus vraiment des clairières. Une clairière, ils sont la forêt. Et la forêt, d'ailleurs, c'est, dans ma pensée, une sorte de métonyme. Ça parle aussi de la nature sauvage, si vous voulez. Le mot sauvage, c'est lié à sylvestre, c'est lié à la forêt, voilà. Donc, en fait, il y a la partie de la terre qui n'a pas été anthropisée, qui devient tellement réduite que c'est comme si les clairières ne sont plus vraiment des clairières. Alors, effectivement, avoir plus de forêts, donc des clairières un peu plus petites serait bien, transformer ce qui est dans la clairière pour qu'il y ait de la nature sauvage, etc. Très très bien. Donc je suis en faveur de ça. Ensuite, il y a forcément des limites. C'est-à-dire qu'on a besoin d'un habitat à nous. Donc c'est pour ça que j'insiste sur l'importance de la notion de culture, parce qu'il faut de la culture et voilà, on ne peut pas juste redevenir sauvage. Voilà. Vous avez d'autres questions? J'en ai peut-être une. Alors, on a évoqué ce matin, justement, en cours de master, les environnements. On a beaucoup parlé de ton article sur la forêt comme modèle pour l'urbanisme. Et on s'est posé la question, et tu la poses dans l'article, est-ce que la forêt est le meilleur modèle pour construire la ville? Donc je comprends là, avec ton allégorie, enfin, l'image que tu utilises sur les clairières, la démarche, mais on a reçu quelqu'un du muséum cet après-midi et on a évoqué les coraux, les environnements. Est-ce que tu as un mot à dire sur cet environnement-là ou est-ce que tu ne connais pas forcément très bien? Je ne sais pas. En tout cas, est-ce qu'il y a des travaux, tu sais, de bio-inspiration sur les environnements de coraux qui évoquent un peu des forêts marines? Oui. Je connais un petit peu cet écosystème et c'est vrai que c'est un modèle qui est souvent évoqué dans ce contexte. En même temps, je pense que ça a des limites parce que de façon générale, il faut essayer de s'adapter au lieu. Alors ça veut dire d'abord la planète Terre, mais aussi au lieu local, c'est-à-dire le climat local, la géographie, la flore, la faune, etc. Et du coup, est-ce que ça a un sens à Saint-Malo de s'inspirer d'un récif corallien qu'il n'y a pas ici? Voilà, et qui d'ailleurs a un écosystème marin. Alors, peut-être que les récifs coralliens, ça peut être pertinent à un certain niveau d'abstraction. Peut-être qu'il y a des choses, je ne veux pas avoir une vision qui est tellement fermée qu'on dit bon, que la forêt et le reste, on n'aime pas. Non. Peut-être qu'il y a des éléments. Mais vraiment, aller loin dans l'imitation d'un récif corallien au milieu de la France, ça me semble pas très bien adapté au lieu. Voilà. Tu poses l'idée d'une sorte d'inspiration endémique. Enfin, c'est ce qui nous entoure immédiatement qui doit inspirer les espaces. Donc, s'inspirer de la biorégion en Bretagne pour créer des solutions en Bretagne. C'est ça, je pense que c'est inévitable si on veut vraiment s'adapter à notre lieu. Si on veut vraiment, quand on habite la Terre, c'est pas la Terre en général, c'est toujours la Terre ici ou là. Et en fait, tous ceux qui travaillent sur ce qu'on appelle parfois l'écomimétisme ou
le biométisme au niveau des écosystèmes, voilà, quelque chose comme ça, c'est presque toujours le modèle. Donc Wes Jackson aux États-Unis, au Land Institute, donc il essaie de faire, c'est assez génial ce qu'il essaie de faire, il revient au début de la culture et il dit, le problème qu'on a fait, c'est qu'on a développé notre agriculture céréalière à partir de plantes annuelles. Et lui, il s'inspire de la prairie de Kansas, donc la prairie native de sa région, pour développer un système d'agriculture à partir de plantes céréalières pérennes. Voilà. Donc là, c'est sa démarche. Ensuite, il y a, par exemple, Patterson Zari en Nouvelle-Zélande, et pour elle, le modèle pour repenser, par exemple, la ville de Wellington, c'est la forêt indigène locale. Également, Biomimicry Institute, ils ont travaillé avec une société Ashoke en Inde, et ils ont réalisé une ville en s'inspirant du local, de l'écosystème local. Mais dans mon livre, je dis qu'on peut avoir des modèles hybrides. Voilà, c'est juste que, c'est pas que c'est interdit de s'inspirer d'autres choses, c'est juste que est-ce que c'est ce qui est le plus pertinent? Voilà, c'est plutôt ça la question. Merci. Oui, une nouvelle question. Oui, Ouais. en fait, du coup, comment ça se passe dans un cadre de changement, comme le changement climatique, mais en fait, on ne sait pas ce qui va nous tomber dessus. Parce que c'est hautement non linéaire et en fait, par contre, ce qu'on a pu observer, c'est que les zones de forte agriculture de ce type-là, annuelle, ça amène quand même au désert. Et donc, du coup, effectivement, c'est très pertinent. C'est-à-dire de dire, de faire des annuels aussi. Mais du coup, l'inspiration biomimétique dans un cadre de changement, ce qu'il faut aller voir dans les écosystèmes où justement il y a souvent des bouleversements, sur les pentes d'un volcan par exemple, ou quand il y a des grandes crues, parce que je pensais au Nil d'avant le canal, etc. Du coup, permettre à l'écosystème, socio-écosystème, de pouvoir faire face à des changements majeurs. Voilà, du coup, comment on fait dans un cadre de changement aussi rapide que celui qui est en place. Ouais. C'est vrai que ça pose des problèmes. Hein. Souvent, on me dit, quand je fais une communication, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de vision fixe de la nature avant le développement? C'est aussi un débat dans l'écologie de la restauration. Hein. Et moi, je dirais la même chose que beaucoup de gens dans ce domaine-là, c'est que la nature qui peut nous inspirer, oui, parfois, il y a des éléments de l'écosystème préanthropisé. Il y a encore peut-être des fragments d'écosystèmes existants aujourd'hui qui sont pertinents, mais il faut aussi se projeter dans l'avenir et dire quel écosystème est-ce qu'on peut imaginer ici, comment est-ce que la forêt autour va évoluer dans les années à venir face au changement climatique. Et il faut aussi peut-être prendre ça comme modèle, c'est-à-dire intégrer la dimension du futur. Mais la nature, c'est tout ça. La nature, c'est pas ce qui était là avant nous et puis il n'existe plus. La diversité des gènes aussi, il n'y a pas une seule espèce, il y a une grande diversité qui permet qu'il y en ait toujours au moins un type qui va pouvoir ressortir. C'est pas un type. Un gars. Une question sur un éclaircissement sur la dernière slide. Ouais. Tu as montré sur la citation de Kant. Je n'ai pas compris si tu étais critique de Kant, cette pensée-là, ou si justement tu se déplaces de son. Oui. Alors. Oui, en fait, il y a une critique de Kant parce que, de façon générale, on trouve dans sa pensée, dans sa vision de l'époque des Lumières ou des Lumières, l'idée que l'être humain peut juste atteindre l'autonomie tout de suite avec sa raison, les sens, etc. Il n'y a pas besoin d'un guide. Voilà. On trouve en gros cette idée chez Kant. Donc là, pour moi, c'est la première époque des Lumières, celle qui est problématique. Et puis, je pense que tu viens d'utiliser le mot éclaircissement, un nouveau éclaircissement, un new enlightenment, peut advenir si on accepte à prendre la nature comme mentor, que ça peut vraiment changer complètement le monde, et ça peut aussi être une source, pas juste d'innovation, mais il y avait une euphorie à l'époque des Lumières. Voilà, on était très excités parce qu'il se passait un foisonnement d'idées, etc. Et je pense qu'on peut voir ça
en prenant la nature comme mentor, ça ouvre tellement de possibilités et pas juste techniques. C'est pour ça que c'est pas juste la révolution industrielle qui doit être l'antithèse du biomimétisme, mais plutôt la première époque des Lumières, parce que là, il y avait tellement de choses qui se passaient au niveau politique, économique, etc. Et donc, je pense qu'apprendre de la nature, ça peut donner lieu à une sorte de nouvelle époque des Lumières. Voilà. Ensuite, le rapport à Kant n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il y avait quand même cette idée d'autonomie. Voilà. Et je pense qu'effectivement, dans le biomimétisme, il y a une certaine possibilité d'autonomie. Par exemple, plutôt que d'utiliser du bois, voilà, donc de l'énergie produite par la nature, on peut s'inspirer de la photosynthèse naturelle pour faire la photosynthèse artificielle. En attendant, on a les panneaux photovoltaïques qui ont des problèmes de durabilité, etc. Mais peut-être à l'avenir, on fera quelque chose de plus similaire à la nature. Donc, on fera nous-mêmes ce que la nature fait actuellement pour nous. Voilà. Alors, le danger là, c'est que est-ce qu'on ne va pas devenir tellement autonome de la nature qu'il y a une rupture de lien? Mais je ne pense pas. Un être humain autonome n'est pas quelqu'un qui est complètement fermé. Enfin, un être humain autonome, c'est celui qui sait aussi faire appel aux autres parce qu'on ne maîtrise pas tout. Voilà, on peut être autonome, c'est-à-dire, voilà, on n'est plus bébé à la maison avec ses parents qui nous donnent à manger. Voilà, on peut avoir une autonomie tout en étant dépendant des autres. Voilà, mais on saura faire plus de choses nous-mêmes. Alors qu'actuellement, on est dans une situation où on n'arrive pas vraiment à faire les choses nous-mêmes parce que tout ce qu'on fait, ça ne dure pas, ce n'est pas durable. Et du coup, on dépend de la nature. Sauf qu'on détruit la nature en même temps. Donc voilà, il faut une situation où on est autonome dans le sens où il y a plein de choses qu'on peut faire nous-mêmes, mais autonomie ne veut pas dire indépendance totale. Voilà. J'avais une autre lecture de cette citation et j'avais plutôt compris l'état de tutelle dont l'humain est lui-même responsable comme étant finalement la technique moderne comme menteur. Ah non. Et donc, non. Du coup, il fallait changer. Non, c'est pas ça. Ils pensent surtout à la religion. Et il y a des gens qui n'arrivent pas à utiliser la raison et l'entendement pour savoir ce qu'il faut faire. Ils vont juste aller lire la Bible. Ah, c'est ça qu'il faut faire. Voilà, ils voulaient que les gens réfléchissent. Ce qui est bien. Mais le problème, c'est que si on pense qu'on peut faire toute la réflexion soi-même, on passe à côté de la nature, qui a tellement de choses à nous enseigner. Voilà. Non, c'est pas vraiment ça. Kant, c'est la fin c'est même avant la révolution industrielle, Kant. Donc. Quand tu présentes donc les 4 grandes dimensions de la structure du livre, ontologique, technique, éthique et épistémologique, est-ce que c'est finalement une synthèse et une vision théorisée de tout ce que recouvre actuellement le biomimétisme où il y avait un espèce de fourre-tout, ou est-ce que c'est plus plutôt un appel à faire de ça le biomimétisme, à faire du biomimétisme un mentor, enfin voilà, à faire de... Voilà, est-ce que c'est plus un état des lieux finalement de ce que c'est à l'heure actuelle, ou est-ce que c'est plus wishist, c'est un vœu de ce que ça devrait être? En fait, je prends ces 3 principes qui sont présents dans le biomimétisme et je les développe. Et en les développant, je pense qu'il y a une sorte d'élargissement du biomimétisme, de sorte que l'éthique devient plus importante, l'épistémologie devient plus importante, etc. J'aimerais aussi qu'on réfléchisse un peu plus sur ce que c'est que la nature, ce qui n'est pas le cas dans le biomimétisme. Est-ce que ça répond à la question? En quelque sorte, oui, c'est un état des lieux, parce qu'il y a tout ça dans le biomimétisme, mais de manière embryonnaire. Et je pense que le biomimétisme a besoin de se développer. Le biomimétisme, pour moi, aujourd'hui, c'est un peu comme si Marx avait écrit ses textes, et puis il y avait une vingtaine de personnes autour de lui qui étaient tous d'accord, et ils se sont tous mis d'accord sur ce que c'est que le marxisme, et puis l'histoire s'arrête là. Voilà. Alors que je pense que le biomimétisme a besoin de se développer. Et déjà, une différence avec Marx, c'était que Marx était philosophe. Et le problème pour moi avec Bennius, même si elle est géniale, c'est qu'elle n'est pas du tout philosophe. Aucun philosophe n'est mentionné dans son livre. Donc elle a une vision extraordinaire d'un nouveau monde, mais comme si on peut faire ça sans la philosophie. Ce qui pour moi est assez extraordinaire.
Donc, je pense qu'il y a vraiment besoin d'ajouter de la philosophie, parce que pour l'instant, le biomimétisme, ça reste un tout petit mouvement qui n'est pas conscient de la profondeur de ce qu'il est en train de faire, parce qu'il n'y a pas une sorte de culture intellectuelle. Il y a une orientation pratique. Il faut absolument sortir de nouveaux designs biométriques le plus vite possible et attirer de plus en plus de gens vers ça. Et il y a un oubli de réflexion, il me semble. Oui. Du coup, est-ce qu'on pourrait dire que c'est... je pensais tout de suite à une dimension éthique, mais il y a un truc qui se télescope dans ma tête que je n'arrive pas à formuler, mais ce que je trouve... j'ai lu récemment un papier de Hoffman, qui était un philosophe de formation, et qui a fait un master en géophysique, en fait. Et il disserte sur cette notion de philosophie de terrain, de philosophe de terrain. Et donc, ce que j'entends, que tu me partages, c'est que le biomimétisme est parti peut-être d'une géniale intuition d'une personne non philosophe, scientifique non philosophe, et que le fait d'amener un complément de philosophe de formation comme tu es toi, et que ce dialogue et cet enrichissement mutuel fait aussi, ça peut donner une grande profondeur au biomimétisme, et inversement, je me questionne sur les philosophes justement qui sont confrontés au monde réel. Cette notion de philosophe de terrain, je voudrais savoir si toi ça te parle, si c'est... Ça me parle à moitié, c'est-à-dire que... Ça peut nourrir ta pratique en tant que philosophe par le geste, par la pratique, par la confrontation au matériel. Alors, il faut aussi savoir que la philosophie est généralement très éloignée du terrain. Pour nous, faire quelque chose d'appliqué, c'est parler avec un sociologue, par exemple. Ça devient vraiment appliqué. Alors, de terrain, j'ai quand même... le projet là est parti d'un projet de recherche sur le concept de ville biomimétique. Donc, c'est déjà un peu du terrain. Voilà, on a dû collaborer avec des architectes, etc. J'ai beaucoup d'exemples dans mon livre, peut-être qu'il pourrait y avoir encore plus. Néanmoins, je ne voulais pas juste être tellement proche du terrain que j'oublie les grands enjeux épistémologiques, éthiques, etc. Donc, je pense qu'il y a un peu besoin des deux. Moi, je ne suis pas trop philosophe du terrain, mais je ne le suis pas du tout. Voilà. Oui, c'est ça, tu as un bon connecteur, justement, pouvoir parler un peu les deux langues. Ouais. Super, merci. Si vous pensez qu'avec ce livre, il y a des nouveaux schémas qui vont émerger, vous pensez qu'il va permettre quel type de nouvelle écriture liée au biomimétisme? Qu'est-ce qu'il ouvre comme porte de nouvelles pensées? Il y a, même si on imagine qu'un jour on épuise l'idée de biomimétisme, est-ce qu'on est dans un post-biomimétisme où la nature est un modèle, mais on crée quelque chose qui s'impasse complètement tout en réfléchissant au vivant? Le post-biomimétisme, ça me semble un peu... C'est un peu tôt pour ça, peut-être. Voilà, du biomimétisme serait déjà bien. De débiomimétisme, peut-être, j'en sais rien. Non. Alors, qu'est-ce que je voudrais? J'aimerais beaucoup de choses, en fait. Dans un monde idéal, on aimerait bien trouver beaucoup de public et qu'ensuite, ils travaillent les choses de la manière. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est plutôt un engagement avec le genre d'idées que je présente. J'aimerais bien qu'on ait le genre de débat qu'on a aujourd'hui. J'aimerais bien que ces débats se fassent dans les milieux philosophiques. J'aimerais bien que des épistémologues disent, tenez, effectivement, l'idée d'apprendre la nature, ça ouvre tout un nouveau champ de l'épistémologie avec tous ces problèmes, ces questions. Pareil pour l'éthique, pareil pour la philosophie de la technique. Ensuite, le contenu exact de ce qu'on dit là-dedans, mais moins important que le changement des débats, le changement des questions. Voilà, moi, je n'ai pas de réponse à toutes les questions philosophiques liées au biomimétisme. On me demande, est-ce que c'est ça ou ça? Les réponses m'importent un peu moins que les questions et les débats et les discussions. J'aimerais bien vraiment voir un changement des débats qu'il y a en philosophie, de la technique, de l'éthique, de l'épistémologie, de l'ontologie, avec cette rencontre du biomimétisme qui, pour l'instant, n'a pas eu lieu. Également, du côté du biomimétisme, j'aimerais bien qu'on sorte alors,
c'est pas qu'il faut sortir de la pratique, bien évidemment, il faut continuer à pratiquer le biomimétisme, et la pratique peut même potentiellement, en tout cas, être enrichie par un apport philosophique. Mais j'aimerais bien qu'il y a aussi, dans un master comme celui-ci, voilà, donc ça c'est le cas, mais aussi dans d'autres masters, dans d'autres formations, chez les ingénieurs, que les biomiméticiens arrivent à se saisir de ces débats-là. Qu'ils en sont conscients qu'il y a un dialogue avec les philosophes et aussi d'autres disciplines. J'ai aussi un autre projet, c'est ce que j'appelle Biomimicry Studies. En fait, il y a l'idée de Biomimicry Studies, c'est l'idée de rassembler tous ceux qui réfléchissent au biomimétisme, que ce soit philosophes, anthropologues, politologues, économistes, mais sans le pratiquer. Alors, ils peuvent le pratiquer aussi, mais tout le monde qui a un certain recul et qui réfléchissent à ce que c'est. Parce que pour l'instant, on était tellement porté par l'idée de faire ça tout de suite, parce qu'il y a l'urgence climatique, qu'on a oublié de réfléchir là-dessus, qui apporte le danger de le faire pas très bien, et aussi de ne pas se rendre compte au final de son importance historique, philosophique, etc. Voilà. J'aimerais bien au final que plus de disciplines s'engagent. Alors, est-ce que c'est mon livre qui va être le déclencheur de ça? J'aimerais bien. Mais au final, ce n'est pas ça le plus important. Hein. Si je peux apporter un petit peu du changement que je voudrais voir, je serais content. Du coup, est-ce que c'est un livre qui s'adresserait plutôt aux philosophes? La question du public est une question assez difficile, en fait, parce que je voulais vraiment faire un livre de philosophie sérieux, et en même temps, je sais que, malheureusement, la plupart des philosophes ne vont pas le lire parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que le biomimétisme. Et du coup, c'est plutôt ceux qui travaillent sur le biomimétisme qui vont être attirés. Hein. Et puis, il y a le danger que c'est trop philosophique pour eux. Ça, c'est le danger que j'ai avec ce livre. Voilà. Donc, mais les deux lecteurs, hein, j'aimerais bien que des philosophes s'en saisissent et que ceux qui travaillent sur le biomimétisme, peut-être qu'ils ne le lisent pas exactement de la même manière que d'un philosophe, mais qu'ils y trouvent quand même certaines idées qui la sont pertinentes. Voilà. C'est un très bon outil pour entamer le dialogue. Moi, je travaille dans un groupe sur l'interdisciplinarité avec des collègues de Musée J'ai beaucoup de mal parce que moi, je ne viens pas du champ des disciplines sciences humaines et sociales. Donc, ce que je fais, c'est trop physique ou trop sciences exactes. Et puis, je comprends bien ce que tu dis, mais du coup, tout d'un coup, ils sont en train de se rendre compte du potentiel de penser par des objets issus du monde du vivant ou du monde naturel. Mais après, mais oui, on voit bien que c'est une gymnastique nouvelle. Et pour moi aussi, c'est une gymnastique nouvelle d'aller vers eux. Et ce type d'ouvrage, par exemple, ça, c'est quelque chose... C'est un ouvrage qui pourrait être mis sur la table pour entamer la discussion et chacun va faire un pas. Ouais. Et puis au final, si ce que je dis est vrai, s'il faut vraiment changer notre façon de penser, ça c'est pas facile. On a ses habitudes, etc. Donc si on lit 2 lignes du livre et puis c'est trop difficile parce que ça demande trop d'efforts, et ben, est-ce qu'on va vraiment changer nos façons de penser? Donc ça demande un certain effort, mais j'espère que ça vaut le coup. Super. On a terminé. Super, merci Henri. Merci à vous.